Bonsoir et bienvenue sur VOA Afrique. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur notre plateau un expert financier de renommée internationale, Junior Mbouyi, avec une solide formation en économie et en finance. Il est diplômé d'un MBA en finance de l'École supérieure des gestions et d'un DES en commerce et affaires internationales de la Sorbonne. Actuellement candidat à l'exécutif MBA de l'INSEAD, si j'ai bien dit ça, sinon... l'une en tout cas des 3 meilleures écoles de management au monde. Junior Mbouyi apporte plus de 2 décennies d'expérience dans l'accompagnement des institutions financières internationales et des banques d'investissement sur des questions complexes de gestion et des risques de réforme réglementaire. Fondateur du GPJ Consulting Partners Group, enfin un cabinet de conseil stratégique implanté dans plus de 10 pays. Il supervise une équipe de 180 collaborateurs répartis à travers le monde, de la République démocratique du Congo à la France, en passant bien sûr par Hong Kong et ici aux États-Unis. Junior Mbouyi est également un acteur actif, en tout cas dans la communauté internationale, participant aux journées nationales de la diaspora et de l'Afrique, sous le patronage du président français Emmanuel Macron, et occupant des rôles clés au sein de la Chambre de commerce franco-indienne et du Centre africain de veille et d'intelligence économique basé à Bruxelles, avec une vision en tout cas claire pour le développement économique de l'Afrique. Il aspire à renforcer la stabilité bancaire, en tout cas pierre angulaire de l'activité économique, de l'investissement et de la lutte contre la corruption sur le continent. En tout cas, on dit bienvenue à notre invité de ce soir, Monsieur Junior Mbouyi, et merci en tout cas d'être avec nous sur VOA Afrique. Bonsoir Roger, c'est un honneur aussi pour moi d'être reçu ici dans les plateaux de VOA Afrique. C'est la première fois? C'est la première fois, tout à fait, sur le plateau, mais bon, je viens régulièrement aux États-Unis, donc pour moi c'est une première de vous découvrir ici. En tout cas pour nous c'est un honneur. J'aimerais qu'on puisse d'abord parler de votre ouvrage que j'ai vu récemment, et j'aimerais vraiment tout lire, mais je n'ai pas eu la chance de tout. Mais j'aimerais qu'on en parle parce que vous parlez de cette puissance qu'est la RDC. Dans votre livre, vous affirmez que la première ressource de la RDC est son peuple, ce qui est très très important, et non seulement ses richesses naturelles que tout le monde connaît. Quelle action concrète proposez-vous pour renforcer les compétences et le potentiel de cette jeune population congolaise? Alors vous savez, effectivement, la population congolaise, c'est une population qui est jeune, dynamique, qui représente en fait 60% de la population. Et si on regarde les statistiques à horizon 25 ans, on va avoir une population qui va atteindre 200 à 240 millions d'habitants. Donc c'est une population qui est jeune, qu'il faut éduquer, et pour ça, il faut donner les éléments nécessaires à cette population jeune pour qu'elle puisse être éduquée. Et on sait que pour bâtir une grande nation, il faut qu'une nation soit éduquée. Donc la RDC devra mettre en place des réformes structurelles profondes pour accompagner cette formation et cette éducation des jeunes, si demain elle veut devenir une grande puissance au niveau panafricain, mais aussi au niveau mondial. Au niveau mondial. Et en parlant du niveau mondial, vous parlez d'une RDC qui aspire d'ailleurs à devenir un leader de l'Afrique de demain. Quels sont alors, selon vous, certains diront sûrement il y a des obstacles. Quels sont les principaux obstacles que le pays doit surmonter pour réaliser cette ambition aussi grandiose? Alors dans un premier temps, moi je vous dirais, on va regarder le contexte géopolitique du continent africain et de la RDC. Et vous savez que Cheikh Anta Diop a dit souvent que pour qu'il y ait un développement économique, il faut qu'il y ait de la sécurité. La RDC est aujourd'hui minée par un conflit maintenant depuis 2 décennies, voire un peu plus, à l'Est, qui empêche effectivement ce pays de se développer. Donc quand on arrivera à stabiliser cette région, cette partie du Congo, effectivement, il y a aujourd'hui pas mal de protocoles qui ont été lancés avec le Rwanda notamment, qui suivent leur cours. Le jour où cette région sera pacifiée, va être un élément qui contribuera au développement de la RDC. Secondo, comme vous l'avez dit, la RDC dispose de toutes les ressources naturelles nécessaires aujourd'hui au monde et à la transition énergétique. Et moi, ce que je dis, et la thèse que je soutiens, c'est que l'avenir du monde ne peut se faire sans le concours de la RDC aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part des dirigeants congolais, de la position qu'ils ont et des ressources qu'ils ont. Et à partir de là, la RDC doit s'imposer comme un leader à la fois régional, panafricain, et c'est aussi le souhait de tous les pays qui entourent aujourd'hui la RDC, pour que ce pays devienne en fait une vraie locomotive au niveau du continent et puis à l'échelle mondiale. Secondo,
le gouvernement, l'État, doit mettre en place des réformes, comme je le disais, structurelles profondes pour réformer son économie, qu'il y ait plus de transparence dans la vie publique, et aussi faire en sorte qu'il y ait un climat des affaires propice à l'investissement, à l'attraction des IDE, donc des investissements directs étrangers, pour générer de la croissance. Très important. Votre retour, M. Mbouyi, en RDC en tant qu'entrepreneur, citoyen, est un parcours à la fois personnel et professionnel. Comment votre propre expérience a-t-elle influencé votre vision pour l'avenir de la RDC et les solutions même que vous proposez dans ce livre? Alors si vous voulez, moi j'ai eu l'opportunité, de par ma carrière, de travailler dans tous les continents, pour les plus grands établissements financiers au niveau mondial. Et ces péripéties, ces voyages, en fait, toutes ces pérégrinations m'ont permis effectivement d'avoir un œil, un regard sur ce qui est fait ailleurs. Et légitimement, ça m'a interrogé, à me poser des questions. Pourquoi on a des pays où je suis moi-même interviewé, comme par exemple dans le sud-est asiatique, qui dans les années 60, au moment de nos indépendances, avait 30 ou 40 ans de retard économiquement et industriellement par rapport à l'ex-Zaïre, donc la RDC. Comment ces pays se sont développés? Quels sont les ingrédients qu'ils ont mis? Si je prends l'exemple, par exemple, d'un pays où moi j'ai eu à travailler quelques années, qui est Singapour, qui est dépourvu de ressources et qui aujourd'hui est l'une des puissances économiques mondiales et qui attire effectivement les investissements étrangers. D'ailleurs, on y voit que toutes les grandes banques y sont implantées. Alors, donc, légitimement, comme je vous le disais, je me suis posé la question par rapport donc à la RDC, en essayant en fait de prendre une focale large par rapport à mon expérience professionnelle mais aussi personnelle, et qui m'a permis en fait de pouvoir dresser en fait quelques lignes ou quelques axes de pistes d'amélioration qui pourraient être insufflées à la RDC pour d'une part assainir son économie et se positionner clairement comme un leader, car elle a tous les atouts aujourd'hui. Très important. Nous savons tous, on a parlé aussi de cette jeunesse, une jeune population en Afrique, mais aussi en RDC en particulier. Si vous deviez résumer en quelques mots votre message principal pour la jeunesse congolaise, qui aspire d'ailleurs à construire un avenir meilleur pour leur pays, que leur diriez-vous? Je dirais qu'il faut que cette jeunesse croie en ses rêves. Il faut que cette jeunesse continue à se former, se donne les moyens, parce que l'État, bien entendu, doit aussi être une composante de l'éducation et de la formation de nos jeunes, mais je pense que l'État n'est pas le seul acteur qui doit intervenir. Donc, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de cette population-là, qui doit aussi se motiver et croire en son destin et le prendre entre ses mains, en fait. Pour finir un peu ce sujet-là du livre, vous avez mentionné la sécurité en RDC et cette population à qui je parle chaque jour dans mes émissions perd espoir que cette partie de la RDC, l'est de la RDC, qui est attaquée à cause de ce minaret d'après les Congolais, pensez-vous qu'il y a espoir qu'il y aura la paix dans ce coin de la RDC et le Congo se reverra un jour? Alors, il faut pas perdre espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même souligner les efforts qui ont été consentis par le gouvernement actuel pour lancer différents processus de paix. On voit que le président Tshisekedi est à l'initiative de pas mal de choses là-dessus. Donc, et ce qui est important, je pense que pour qu'on arrive à cette situation de paix, la problématique de la RDC en tant que telle ne doit pas être considérée comme une problématique congolaise. C'est une problématique africaine. Et c'est pour ça que je pense que les pays africains doivent se réunir autour de la table, mais vraiment sérieusement, parce que si le Congo décolle aujourd'hui, si on pacifie cette région, mécaniquement, ça va profiter à tous les pays en fait avoisinants, notamment à la région des Grands Lacs et puis au reste du Congo. Pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec des homologues à moi venus de Guinée et qui me le disent clairement, nous avons besoin de vous pour décoller. Donc c'est un message qui est clair, qui est un message qui est fort, et c'est pour ça que la problématique de la RDC est une problématique africaine. Très important, problématique africaine. Chaque semaine, dans mes émissions, M. Mbouyi, on a une question de la semaine. Cette semaine, ça tombe bien parce que vous êtes là, un expert en finance. Cette semaine, nous posons cette question qui concerne toute l'Afrique. L'Afrique ne doit plus, doit plus tirer profit de ses richesses. D'après beaucoup de ces jeunes Africains, ils pensent que ce n'est pas le cas. Vous l'avez dit vous-même, l'Afrique, la RDC en particulier, abrite des réserves considérables, en tout cas des minéraux essentiels pour la technologie à faible émission de carbone, comme le cobalt et j'en passe, manganèse, offrant alors des opportunités de croissance économique et de développement
Où vont, d'après cette jeunesse, cette question que ces jeunes se posent chaque jour, mais posent cette question, moi j'ai dit, je ne suis pas un expert en tout cas, où vont les ressources minérales africaines? Comment les pays africains peuvent-ils s'assurer que leurs ressources minérales ne sont pas seulement extraites, mais aussi transformées localement pour générer de valeur à leurs économies différentes? Alors, ce que je disais, et c'est un bon point qui est soulevé par cette jeunesse qui est aussi inquiète pour son futur. Quand on voit l'ensemble des ressources que dispose la RDC et puis le continent africain. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers de l'économie de plus en plus inclusive, dans un premier temps. Parce que quand on a une économie qui est inclusive, c'est-à-dire qu'on va avoir de la transformation des matières premières au niveau local. Ça va attirer aussi des entreprises, en fait, étrangères qui vont venir s'installer. Et je pense qu'il faut que l'Afrique, notamment la RDC, s'inspire du modèle asiatique, notamment de la Chine, d'il y a 30 ou 40 ans. À l'époque, quand une entreprise étrangère venait investir en Chine, ça se faisait dans le cadre de joint venture, avec ce partage effectivement de compétences. Donc il y a effectivement ce transfert de compétences entre les entreprises étrangères et puis la population locale. Et puis à ça, il faut mettre en place des politiques d'éducation et de formation, notamment comme ce qui est fait en Allemagne, où les instituts de la statistique arrivent à déterminer quels sont les secteurs stratégiques qui seront importants et pour lesquels on va manquer de main-d'œuvre. Donc du coup, il faut adosser ces secteurs effectivement stratégiques à cette main-d'œuvre et de façon à les rendre qualifiés. Et donc tout ça, en fait, va contribuer, si vous voulez, à ce que les ressources du pays, comme la RDC notamment, soient, transformées, extraits localement, transformées localement et exportées. Et ce que je disais à un collègue, je sors d'un voyage en Chine, on a vu dernièrement que la Chine a décidé d'investir massivement sur le continent avec une enveloppe dans les 3 prochaines années qui sera d'environ 50 milliards de dollars américains. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Et je disais que bon, c'est très bien, mais il faut prendre effectivement toute mesure de ce chiffre, puisque la moitié effectivement de cette somme sera allouée à des prêts directs vers les États africains. Donc ça c'est un point qui est important. Et secondo, par rapport à ça, l'Afrique doit, pour moi, faire attention pour ne pas basculer en fait d'une ancienne tutelle vers une nouvelle tutelle avec la Chine. Donc l'Afrique doit rester maître effectivement de ses ressources naturelles. Parce que j'en ai peur aussi, certains ont peur de cette... Exactement, et puis il faut rééquilibrer la balance commerciale entre l'Afrique et l'Asie et la Chine notamment, qui aujourd'hui est déficitaire, puisqu'on importe beaucoup plus les produits venus d'Asie et de Chine notamment qu'on exporte, hormis les minerais effectivement qui sont stratégiques. Donc aujourd'hui il y a un équilibre qui n'est pas encore trouvé, et c'est pour ça qu'il est intéressant et il sera même primordial pour nos économies qu'il y ait une inclusivité, qu'il y ait de la transformation de nos richesses du sous-sol avant d'être exportées vers ces pays, puisqu'elles auront plus de valeur ajoutée et automatiquement les gouvernements vont pouvoir bénéficier de ces recettes. Vous parlez de la Chine, vous y étiez, vous revenez d'ailleurs de la Chine aussi. En parlant de ce meeting ou cette réunion avec les chefs d'État africains et la Chine, avez-vous espoir que cette fois-ci, au moins, ça va aller pour l'Afrique? Certains se sont posé cette question. Non, mais ce que je dirais par rapport à ça, c'est il faut que l'Afrique ait une vraie prise de conscience aujourd'hui. C'est d'abord la prise de conscience. Du poids qu'il a aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique. On voit que les ressources sont importantes, la transition écologique mondiale passe inéluctablement par les ressources les ressources premières du continent africain. Donc aujourd'hui, l'Afrique a un vrai poids, un vrai rôle à jouer. Et ça commence à se faire ressentir, puisque on voit même qu'aujourd'hui, l'Amérique et les États-Unis militent également pour que l'Afrique ait une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est un élément important. C'est très important. Donc on voit que l'Afrique a un rôle majeur maintenant. Il faut que les gouvernements puissent profiter de cette aubaine, quelque part, aujourd'hui, de façon à pouvoir mettre en place des politiques à la fois structurelles, d'assainissement des finances publiques, d'attraction des investissements directs étrangers pour pouvoir justement qu'il y ait un bénéfice en fait au travers de l'économie, des populations et de cette jeunesse dont on parle si souvent. Exactement. On a parlé, la raison pour laquelle vous êtes là aussi, c'est toutes ces réunions qui se passent au FMI, Banque mondiale, tout le monde se rencontre ici à Washington. Quels sont les thèmes principaux de cette année? Alors les thèmes principaux et sur lesquels moi j'ai eu effectivement à participer vont tourner effectivement du contexte des conflits mondiaux aujourd'hui et quels sont les impacts au niveau de l'économie. Moi qui est du secteur bancaire, on voit qu'il y a des impacts forts quand on voit
les conflits qu'on a en Ukraine, au Moyen-Orient, à l'est du Congo notamment, ça impacte forcément les marchés mondiaux. Exactement. Et donc du coup, il y a une certaine frilosité de la part des investisseurs un peu partout. Donc ce qui fait que ces réunions annuelles du FMI sont très importantes, parce qu'elles vont permettre effectivement de dresser un bilan, de donner aussi un cadre pour les actions qui seront à mener et à conduire dans les années à venir. Et nous qui intervenons pour accompagner les banques, notamment dans toutes les problématiques de régulation au niveau de la finance, c'est important puisque nous évaluons aussi le risque au travers de toutes les opérations, au travers des expositions dans lesquelles les banques sont engagées. Et surtout, l'objectif, c'est de pouvoir lutter ou anticiper le plus possible le risque systémique qui est aujourd'hui un facteur important. Et comment vous comptez le faire? Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les banques, par exemple, au niveau européen, ont mis en place ce qu'on peut appeler des boucliers ou des pare-feux pour justement anticiper le risque systémique. Donc il y a eu les accords en fait, du comité de Bâle qui ont été mis en place il y a maintenant une vingtaine d'années. Ces accords continuent à évoluer. Nous sommes aujourd'hui au niveau des réformes de Bâle 4 aujourd'hui. Donc nous accompagnons les banques dans l'implémentation en fait, des solutions de Bâle 4 pour éviter ce risque systémique. Quand on voit que ces 20 dernières années, on a été très confrontés à ces risques avec la crise qui est partie des États-Unis, il y a eu la crise des lettres grecques notamment, la crise Covid dernièrement, et puis les conflits aujourd'hui qui sont présents. Donc aujourd'hui les banques ont tout intérêt à participer, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, à ces conférences annuelles, pour comprendre quels sont à la fois les enjeux économiques, mais aussi géopolitiques, et adapter effectivement la politique de risque pour éviter cette notion de systémisation au niveau des banques. Quels sont les challenges ou les difficultés que ce pays, le pays développé, enfin en voie de développement, pour avoir accès aux fonds, FMI ou Banque mondiale, et comment ils peuvent procéder? Alors ça c'est un vrai challenge. Quand on regarde notamment les décisions qui avaient été prises à l'époque par rapport au décision de Copenhague, donc au niveau de tout ce qui est transition énergétique. Donc on a vu que les pays industrialisés avaient promis d'investir massivement en fait, dans les pays en voie de développement et ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y a aujourd'hui ces réunions de la Banque mondiale et du FMI en amont de la prochaine COP29 qui va avoir lieu prochainement. L'idée aussi, c'est de pouvoir de répartir équitablement en fait ces financements. On parle, alors qu'on a parlé effectivement de tout ce qui est droit de tirage spéciaux qui aujourd'hui ne bénéficient qu'aux pays industrialisés. Donc il faut rétablir en fait cet équilibre au niveau de ces DTS et voir comment les pays africains vont pouvoir bénéficier au maximum des financements climatiques. Et ça c'est l'enjeu aujourd'hui, je pense, au niveau mondial. Et les pays africains, dont la RDC, sont très en attente des nouvelles réformes qui vont sortir. Qui vont sortir, très important. Comment pensez-vous qu'il faut assurer l'inclusivité et les bénéfices même pour le pays à faible revenu dans les solutions de développement global? Alors pour ça, comme je le disais, donc les gouvernements doivent mettre en place des politiques structurelles dans un premier temps, plus de transparence dans la vie publique, faire des investissements massifs au niveau du numérique pour que tous ces échanges effectivement de flux soit pistés, audités, mettre en place aussi des organes de contrôle, de régulation, comme c'est fait la corruption continue à... La corruption est là, mais elle n'est pas propre qu'en Afrique. La corruption existe depuis longtemps. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté réelle de pouvoir l'éradiquer. Et moi, je prends souvent l'exemple d'un pays comme Singapour, qui était aussi très corrompu. Et Lee Kuan Yew, le fondateur, a eu une politique, si vous voulez, au regard de ça, assez intransigeante, qui a conduit Singapour aujourd'hui à être un des fleurons aujourd'hui de l'économie mondiale. Parce que c'était un niveau de tolérance zéro. Donc il faut qu'il y ait une vraie vision, une vraie volonté politique. Leadership aussi, ça va Comment un bon leadership aussi. Un bon leadership, tout à fait, un bon leadership, une vision et puis une projection pour les jeunes générations qui vont venir dans les prochaines années. Et c'est ce qui accompagnera le changement en fait, du continent et de l'Afrique. Et comme vous le voyez, l'Afrique avait pas mal changé. On voit qu'il y a cette jeunesse aujourd'hui africaine qui, par rapport à avant, a plus accès à l'information, s'identifie de plus en plus aux leaders panafricanistes. Ils reconnaissent Cheikh Anta Diop, Ruben Umnyové, Patrice Lumumba même pour le cas de la RDC. Et donc du coup, ils veulent qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, win-win comme vous dites ici aux États-Unis, avec les pays qui voudront faire du business. Avec les pays africains. Donc on n'est plus dans ce rapport d'antan. Il faut aller maintenant sur du partenariat win-win en fait. Tout change aujourd'hui. Alors si on doit retenir les points clés des réunions annuelles et leur impact potentiel sur les futurs efforts de développement,
Que sont-ils? Alors, ce que je dirais, c'est que dans un premier temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un meilleur accompagnement, un rééquilibre, effectivement, des solutions de financement. Là, on parle notamment sur la partie finance climatique qui est important. Et puis, ces réunions sont aussi un moyen de réunir tous les pays du monde qui sont présents aujourd'hui. Et je pense que le contexte de paix doit aider à ce que l'économie mondiale reparte, en fait. Parce qu'on voit que les conflits, effectivement, au niveau mondial, freinent considérablement les échanges. Et si je cite notamment le conflit en Ukraine, notamment, a eu un impact très fort au niveau des matières premières agricoles, au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est un point qui est dommage, parce qu'on a vu effectivement les prix des matières premières, enfin les prix des marchandises en fait augmenter considérablement, et c'est un peu dommage. Et un point qu'on n'a peut-être pas survolé, il y a une matière première qui est aussi très importante, qui n'est pas négligée en Afrique, c'est l'agriculture. Et si on prend le cas de la RDC, qui à elle seule détient 800 000 km² de terres arables, quand on voit la superficie de l'Ukraine, qui est de 600 000 km², on voit qu'il y a un vrai potentiel. Et aujourd'hui, l'agriculture en RDC est exploitée à hauteur que de 10 ou 15% du PIB. Donc il y a un vrai effort à faire là-dessus. Il y a des solutions qui doivent être pensées, puisque les ressources minérales qu'on a aujourd'hui ne sont pas inépuisables. Donc il faut aussi anticiper et aller vers ce qu'on peut appeler une nouvelle source de revenus pour les continents. Ce qui est possible. En tout cas, je rappelle que M. Junior Mbouyi, vous étiez notre invité, vous êtes un expert financier de renommée internationale. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Voilà, c'était une émission spéciale avec M. Junior Mbouyi qui est passé nous voir ici à VOA Afrique. So long, on s'est dit à la prochaine.